Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la maladie de Lyme avec notre invité, le professeur Christian Perronne, pour qui cette maladie constitue aujourd'hui un scandale sanitaire. Si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez nous les faire parvenir au 41 555 grâce au SMS france5.fr, allodocteur.fr, hashtag santé F5 si vous êtes sur Twitter. Bonjour à tous les trois. Catherine Jousselme, bonjour. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes pédopsychiatre. À vos côtés, le professeur Christian Perronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. On va parler avec vous de la maladie de Lyme. Bonjour Rudy Bancard, journaliste à la rédaction du magazine de la santé. On commence donc avec l'appel d'une centaine de médecins, dont vous, Christian Perronne, aujourd'hui dans l'Obs, pour dénoncer la non prise en charge de milliers de malades atteints de la maladie de Lyme. Cette maladie transmise par les tiques provoque des douleurs articulaires et musculaires chroniques. Et le problème, c'est qu'elle est mal diagnostiquée, mal prise en charge et que les malades ne sont pas reconnus. Donc vous êtes chef du service infectiologie de l'hôpital de Garches. C'est à côté de Paris, ça fait des années que vous tentez d'alerter les autorités de santé sur ce qui est pour vous une urgence. Vous parlez même de scandale sanitaire. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que ça dure, qu'il y a des tas de publications scientifiques qui montrent que les tests diagnostiques aujourd'hui ne sont pas fiables. Ça a été reconnu par tout un groupe d'experts dans lequel je n'étais pas. Je ne m'étais pas mis volontairement pour ne pas influencer le groupe des experts très compétents de domaines multiples qui ont, dans le rapport du Haut Conseil de la Santé publique, ont dit que la moitié des tests commercialisés en France ne valaient rien, qu'il y avait des malades. Alors, tout ce qu'on met sur le dos de la maladie de Lyme, c'est pas que la maladie de Lyme au sens strict. Il y a d'autres bactéries très proches, il y a des parasites qui peuvent donner les symptômes. Il y a zéro test pour tous ces microbes associés. Tout ça, ça a été dit, c'est public, il y a des tas de publications scientifiques qui sortent. Mais vous n'avez pas rien entendu. ne bouge. Pourquoi il y a sur le marché des tests qui ne sont pas fiables ? Parce qu'il y a un groupe d'experts aux États-Unis, il y a plus de 30 ans, qui a donné la recette en disant voilà comment il faut faire les tests, tout va bien. Mais ça a été calibré sur une seule bactérie pour le monde entier. C'est une souche américaine qui sert de référence au monde entier, alors que ce n'est pas cette souche qui circule en France ou dans d'autres pays. Et ça a été imposé comme ça. Donc je ne jette pas la pierre aux autorités de santé qui suivent ce que racontent les experts, mais il y a eu un aveuglement de tout un tas d'experts qui ne veulent pas voir la réalité. Nos voisins européens ont des tests plus fiables que nous. C'est le même problème partout en Europe. C'est le même problème partout en Europe. On cite toujours l'Allemagne, mais en Allemagne, c'est pas que les tests officiels soient mieux, c'est les mêmes qu'en France, c'est les mêmes recommandations. La grosse différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, les médecins sont libres. Ils peuvent faire les tests qu'ils veulent, même les tests non recommandés. Ils peuvent faire des traitements en dehors des recommandations. Personne ne va aller les ennuyer. En France, si un médecin ou un laboratoire se permet de faire ça, ils ont des sanctions terribles. Vous vous souvenez du procès en Alsace, des laboratoires fermés ou menacés de fermeture. Et encore récemment, la semaine dernière, alors que le gouvernement a dit on va arrêter les persécutions contre les médecins, j'ai appris il y a quelques jours qu'un nouveau médecin à Saint-Étienne a été radié du Conseil de l'ordre des médecins parce qu'il soignait les maladies de Lyme. Donc c'est dramatique, ça ne peut pas continuer parce que maintenant les médecins ont peur de s'occuper des malades de Lyme pour la survie de leur propre cabinet. Qu'est-ce qui empêche qu'on mette des tests fiables et à jour sur le marché, qu'on donne des nouvelles recommandations? Ou est-ce que ça coince? Ça coince parce que tous les experts vont aller contre en disant que les tests actuels sont parfaits, alors qu'on sait que... Mais qui sont ces experts? S'ils ne connaissent pas bien la maladie, on a l'impression d'être dans un truc de fou. C'est un truc de fou, voilà. Moi, je veux bien être un fou. Vous êtes bien expert, vous? Je suis un expert, mais je suis un peu seul contre tous. Alors, moi, la seule chose, vous voyez, j'ai des lunettes, je lis les publications scientifiques, ce que ne font pas 99% de mes collègues. Si vous lisez, vous voyez que tout est publié. Il y a même des laboratoires vétérinaires qui, par des techniques d'amplification génique qu'on appelle la PCR, peuvent vous sortir, dans certains laboratoires, des borrelia, voire d'autres microbes, du sang de malades qui se plaignent de Lyme. Alors, le mot Lyme n'est pas bon parce qu'on met tout sur le dos du Lyme. Je suis d'accord, tout n'est pas Lyme. Mais on le saura que le jour où on peut avoir ces tests. Moi, ce que je demande, c'est qu'en urgence, c'est dès le mois de septembre, il ne faut pas attendre 2 ans qu'il y ait un rapport de l'Haute Autorité de Santé, qu'on ouvre des centres de référence Lyme avec des cliniciens volontaires. Moi, je suis volontaire, il y a des médecins généralistes qui sont volontaires. On nous met ensemble, on est motivés. On nous donne accès à des tests qui déjà existent dans les laboratoires vétérinaires. On met les quelques vétérinaires qui font ça autour d'une table pour voir quel est le meilleur test. Et les autorités pourraient tout à fait surveiller ce qu'on fait, le valider, l'évaluer. C'est pas de faire ça de façon clandestine. Ça concerne combien de personnes aujourd'hui? On ne sait pas parce que Lyme et les microbes autour, comme vous dites. Il y en a des milliers, mais exactement, est-ce que c'est entre 10 000, 100 000 ou plus? Est-ce que ça peut être un problème de santé publique d'un point de vue économique? Est-ce que ça peut être pour ça que tout le monde freine en disant « Oula, ça va faire des milliers de personnes à prendre en charge
en plus par l'assurance maladie. C'est un mauvais calcul parce qu'ils sont déjà pris en charge par l'assurance maladie, parce que ma collègue psychiatre à côté de moi, alors c'est quelque chose, souvent ils terminent en psychiatrie, mais avant ils ont fait un parcours de 10 hospitalisations, 30 scanners, des tonnes comme ça d'examens biologiques, des arrêts de travail, des prises en charge par le kiné. Tout ça, c'est la sécurité sociale qui paye. Et ça dure 20 ans avant qu'ils tombent sur un médecin comme moi qui dit « mais vous avez peut-être le Lyme » et qu'on les guérisse. Et là, il y a plein. Et pourquoi maintenant ça sort maintenant? Parce que les malades témoignent. Ils disent moi, j'ai été soigné, on m'a pris pour un fou pendant 20 ans. Et maintenant, je suis retourné au boulot, je m'occupe de ma famille. Catherine, vous avez rencontré des patients comme ça? Oui, ce qui est compliqué, c'est qu'en médecine, il ne faut jamais trop simplifier les choses. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'il y a des patients qui disent j'ai mal partout, je dois avoir un Lyme, et qui n'ont pas ça. Mais il y a aussi des gens à qui on dit vous avez une douleur chronique, c'est dans votre tête que vous la fabriquez, alors que la douleur est un phénomène très complexe. Il y a bien évidemment des éléments psychologiques dedans, mais quand on a une maladie très complexe, avec ces histoires de parasitose très compliquées, si on vous reconnaît déjà le statut de malade somatique, après, on peut travailler la psychologie de la douleur. Mais si on vous dit vous faites du cinéma, ça rend encore plus fou. Le problème, c'est ça, c'est d'arriver à pouvoir travailler en commun, les somaticiens et les psys, sur ce type de douleur chronique extrêmement complexe. On va revenir sur toute cette histoire de maladie Lyme, c'est assez passionnant. On répondra à vos questions dans quelques minutes. Vous pouvez nous les envoyer au 41 555, france5.fr, allodocteur.fr ou encore hashtag santé F5. Le professeur Perron reste avec nous. C'est l'heure de prendre vos questions que vous nous avez envoyées par SMS sur la maladie de Lyme avec le professeur Christian Perron qui dirige le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. À quel moment faut-il se faire dépister dès que l'on a été mordu par une tique, demande Mathieu? Alors, surtout pas la piqûre de tique, parce que tout médecin devrait savoir, ça c'est le consensus français, européen, américain, international. Quand on a été piqué par une tique, s'il n'y a rien, on fait rien, on surveille. S'il y a une rougeur qui apparaît autour, on doit aller voir son médecin qui est tenu, normalement, je dis bien tenu, de faire aucun test diagnostique qui n'est pas fiable à ce moment-là, mais de prescrire un antibiotique pendant 2 à 3 semaines et à bonne dose. Parce que la plupart du temps, les médecins refusent de donner en disant « j'ai pas la preuve ». Et pourtant, le consensus, même donné par les autorités françaises, dit « il faut traiter sans preuve ». C'est comme ça sur la rougeur. Et quand ils donnent un traitement, je vois très souvent, ils ne donnent pas du tout la bonne dose, ils donnent le quart de la dose recommandée pendant 5 jours pour se débarrasser de la personne, au lieu de donner 2 à 3 semaines, tel que c'est écrit dans tous les consensus internationaux. Sabine nous dit justement, mon médecin m'a enlevé 2 tiques, mais il ne m'a pas prescrit d'antibiotiques. Est-ce normal? Oui, s'il n'y a pas de facteur de risque, comme certaines formes d'immunodépression, une grossesse, on ne traite pas systématiquement une piqûre de tique, on la surveille, parce que beaucoup de tiques ne transmettent pas de maladie. Il faut quand même pas... Et donc on ne la traite que si on voit apparaître cette fameuse rougeur qui est concentrique autour de la piqûre, c'est ça? C'est d'auréole concentrique qui va en s'élargissant de façon centrifuge. Voilà, on voit ça en photo. Mais ce qui peut dérouter, d'abord elle peut être cachée si c'est dans les cheveux, dans une zone qu'on ne voit pas bien. Et surtout, ça peut rester tout petit, ça peut faire la taille d'une pièce de 2 €. Puis après, ça disparaît tout seul, on met un peu de crème anti-allergique, puis ça part. Et ça peut réapparaître ailleurs sur le corps? Ah oui, après, quelquefois, il y a des taches qui apparaissent à distance, mais ce n'est pas très fréquent, mais c'est plutôt des symptômes de fatigue, de douleur qui vont apparaître de façon insidieuse. Les gens vont dire que c'est un cadre dynamique, un journaliste dynamique va dire je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis crevé, je ne peux plus aller au boulot, j'arrive plus à me concentrer, j'ai des crampes musculaires, j'ai mon cœur qui déraille par moments, j'ai des migraines. Et puis c'est pas très spectaculaire au départ, puis ça va s'installer pendant des mois et des années. Je ne parle pas des formes très aiguës de maladie de Lyme que tout le monde reconnaît avec les paralysies, tout ça c'est une minorité. Je veux quand même rassurer les gens parce que peut-être que la une de l'Obs, ça fait très peur. Il y a beaucoup de formes tout à fait bénignes de maladie de Lyme, des formes qui guérissent toutes seules. Il y a des études qui sont montrées même que des gens sont porteurs sains de Borrelia sans être malades. Moi, je m'intéresse aux milliers de gens en souffrance. Il ne faut pas les nier parce qu'il y en a qui vont bien et que les chasseurs sont piqués par les tiques sans problème. Il y a un grave problème de santé publique. Errance diagnostique, comme on dit. Si par mégarde, on sépare on sépare la tête du corps d'une tique et que la tête reste incrustée dans la peau, que faut-il faire? Quel est le risque, demande Nicole? C'est pas la tête entière, c'est ce qu'on appelle le rost, que des espèces d'aiguilles que la tique a plongées. Quand il reste, qu'on n'arrive pas à l'enlever, il peut rester pendant des mois, des années, et c'est une source d'inflammation récurrente au point de piqûre. Même quelquefois, il y a des gens qui en ont tellement assez d'avoir des douleurs terribles, des rougeurs qui viennent sans arrêt, qu'ils se le font enlever chirurgicalement. C'est pour ça qu'il faut utiliser un tire-tique, c'est ce qu'on voit là sur l'image. Oui. Et attention, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de tire-tiques, des mauvaises copies fabriquées en Chine qui circulent actuellement et qui n'arrachent pas du tout la tique comme il faut. On tourne, parce que je ne sais jamais, on tourne dans le sens aigu d'une montre ou dans le sens inverse aigu d'une montre? On dévisse, mais il ne faut pas tirer tout droit. D'accord, on met la tête dans le...
Parce que dans le petit tirtique, je vais y arriver. On tourne et ça vient tout seul le normalement. rose qui est planté dans la peau a des petits crochets anti-retour comme des harpons, et si vous tirez tout droit, il se casse, alors que si vous le tournez, les petits crochets vont se plier et ça va sortir. Ça va sortir. Et on ne met pas des terres, etc., comme on rien entend du tout souvent. dessus. D'accord. Il faut désinfecter après. Une fois que vous l'avez enlevé, vous mettez une compresse alcoolisée ou un antiseptique transcutané, et puis après vous surveillez. Faut-il prendre des précautions particulières quand on va en forêt ou considérer que le risque est minime et ne pas tomber dans la psychose? Alors, il y a des gens qui attirent les tiques, d'autres pas. Bon, ça dépend de votre peau, de votre odeur, je ne sais pas. Alors, si vous voulez juste vous balader, voir les paysages, vous pouvez rester au milieu des allées. C'est beaucoup moins risqué que d'aller dans les fougères. Mais si vous allez ramasser des champignons, ou que vous êtes chasseur, vous êtes obligé d'aller dans les forêts, ben là, il faut se couvrir, mettre des vêtements clairs parce qu'on voit les tiques plus facilement quand c'est court sur les vêtements. Mettre le pantalon dans les chaussettes, un chapeau. Et surtout, quand on revient de l'activité en forêt ou dans la nature, de s'inspecter, de prendre une douche. Et même le mieux, c'est de demander à quelqu'un de regarder dans le dos, dans les cheveux, si vous n'avez pas une tique. Parce que les nymphes, elles peuvent faire 2 mm. Vous ne les voyez pas, elles sont aussi très contaminantes. Il y en a partout en France, dans toutes les forêts, ou c'est plutôt l'Est de la France? Il y a des forêts beaucoup plus contaminées. En Europe de l'Est, il y a des zones où 40% des tiques sont porteuses de Borrelia burgdorferi. En Alsace, dans la forêt des Vosges, il y a des endroits où ça atteint 30%. En région parisienne, dans la forêt de Sénart, ça peut atteindre 20%, alors qu'il y a d'autres régions de France où ça va être 3%, 6%. Donc le risque est un peu partout, mais beaucoup plus fort dans certaines régions. À quelle période de l'année le risque de se faire mordre par une tique est-il le plus élevé? Les tiques, elles se réveillent au printemps, elles vont normalement se coucher à l'automne. Donc normalement, en plein hiver, on n'est pas piqué, mais maintenant, ça devient faux. Moi, je vois des érythèmes migrants au plein mois de janvier, février. Alors, ce que me disent des collègues entomologistes, ils me disent aussi maintenant, les tiques voyagent beaucoup par camion. Il y a des importations de sangliers, de faisans, de balles de foin. Et il y a des tiques scandinaves qui peuvent très bien immigrer en France. Et elles, quand on a très froid, elles sont heureuses en plein hiver, elles peuvent être en pleine activité. Donc, c'est très mal connu parce qu'on commence à découvrir ce monde des tiques, et en plus qui semble être en augmentation actuellement. Les enfants sont plus exposés que les adultes aux morsures? Bon, les adultes sont très touchés aussi, mais les enfants font peut-être moins attention, ils se roulent dans l'herbe, dans la forêt, donc ils sont peut-être plus exposés. Oui. Est-ce que la maladie de Lyme peut se transmettre d'une personne à une autre? Alors, normalement, non, parce que c'est les tiques, le vecteur essentiel. Il y a peut-être d'autres insectes suspectés, mais qui ne sont pas de très bons vecteurs, mais je crois que c'est possible. Après, il y a tout le débat sur la transmission sexuelle qui n'est pas bien étayé. Pour l'instant, il y a très, très peu d'études. On a trouvé de faibles quantités de Borrelia dans le sperme, dans les sécrétions vaginales, mais je crois que pour l'instant, tant qu'on n'a pas des bons outils, il ne faut pas non plus inquiéter tout le monde si on n'a plus de relations sexuelles. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui sont porteurs de Borrelia en très bonne santé. Donc voilà, la priorité pour moi, c'est pas de lancer comme ça des idées sans qu'on ait la preuve, c'est d'avoir en urgence de bons tests diagnostiques. Et là, on pourra avancer, faire des études épidémiologiques sur les modes de transmission. Gabriel nous dit que ces petites filles autrichiennes sont vaccinées. Pourquoi le vaccin n'existe-t-il pas en France? C'est quoi ce vaccin? Il n'existe pas plus en France. Il y a une confusion malheureuse qui est très fréquente. Il y a un vaccin contre ce qu'on appelle l'encéphalite attique d'Europe centrale, qui va de la Sibérie qui s'arrête par chance à la ligne Maginot, mais là, c'est pas les autorités. Elle a servi finalement. Ouais, elle a servi. Non, mais c'est pour les raisons climatiques. C'est vrai qu'il y a quelques très rares cas en Alsace ou du côté d'Annecy, mais il n'y en a pratiquement pas en France, alors que quand on va en Allemagne, en Bavière, en Autriche, en Slovénie, en Pologne, il y en a plein, dans certains pays nordiques. C'est un virus qui est transmis par les tiques, c'est pas la bactérie, la maladie de Lyme. Donc les gens, les Autrichiens à Vienne, ils sont tous vaccinés parce qu'ils vont tous en forêt, camper, faire des randonnées. Et c'est une maladie qui peut être bénigne et guérir toute seule, mais il y a des encéphalites, des gens qui gardent des paralysies séquelaires à vie. Donc dans les pays à risque, beaucoup de gens sont vaccinés. Mais je ne sais pas pourquoi il y a une confusion entre ce vaccin contre un virus et le vaccin contre la maladie. Il y a eu un vaccin contre la maladie de Lyme aux États-Unis qui a été abandonné, il marchait. Mais il a réactivé des douleurs articulaires chez les gens qui étaient probablement déjà porteurs de Lyme sans le savoir. Et du coup, le laboratoire fabricant a préféré le retirer parce que les gens se plaignaient d'avoir soi-disant des effets secondaires qui, à mon avis, étaient plutôt des réactivations de leur maladie. Jean-Marie nous dit que son fils est obligé de se soigner à sa charge en Belgique depuis plus d'1 an. À quand le changement? Ça consiste en quoi, la prise en charge d'un malade? Alors, c'est très long parce que dans le consensus officiel, on dit vous êtes guéri au bout de 3 semaines, ciao. Après, si vous continuez à vous plaindre, on dit bon... c'est autre chose.
Après, on vous envoie chez le psychiatre. Bon, voilà, j'ai un autre psychiatre récemment qui m'a appelé, j'en ai ras-le-bol. Tous mes collègues internistes, infectiologues m'envoient des fous qui ne sont pas fous du tout. Ils ont des maladies organiques, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais arrêtez de dire qu'ils sont psychiatriques. Donc, je suis heureux parce que maintenant, il y a des psychiatres qui commencent à réfléchir. Donc, normalement, vous êtes guéri au bout de 3 semaines, ce qui n'est pas du tout le cas. Et après, c'est très long, mais ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, pas qu'avec des antibiotiques, parce que ce qui fait peur aux autorités, à tous mes collègues, c'est regardez, il y a des fous qui donnent des antibiotiques pendant des années pour des douleurs aux doigts de pied. C'est pas ça le traitement du Lyme. Il y a des antibiotiques au début, il y a des antiparasitaires, il y a des anti-champignons. Il y a même maintenant, tout le monde le fait, ça marche, la phytothérapie. Alors, ça fait rire tout le monde, mais ça marche et ça évite de consommer des antibiotiques. Il y a des tas de méthodes qui améliorent les gens. Tous les médecins qui s'occupent de Lyme dans le monde, il n'y a pas que moi, il y en a en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, on guérit, on améliore 80% des malades. Ce n'est pas que des guérisons totales, ça peut être des améliorations à 50%, 70%, mais ça peut être énorme. Quand les gens qui ont été en fauteuil roulant pendant 20 ans, donc il faut arrêter de dire que c'est n'importe quoi, que ça ne marche pas. Mais après, je suis entièrement d'accord avec les détracteurs, on fait n'importe quoi parce que c'est pas bien cadré. Et qu'on connaît mal la maladie. Il n'y a jamais eu d'études financées. Alors, on ne peut pas reprocher aux gens qui aident les malades en leur âme et conscience de faire soi-disant n'importe quoi, alors qu'on n'a jamais, depuis des années, s'est demandé, financé une seule étude pour évaluer tout ça. Merci beaucoup, Christian Perron, d'être venu nous expliquer tout ça. On en reparlera bien sûr dans le magazine de la santé, certainement dans les mois qui viennent.